Étude 4, partie 4. Les différentes couleurs et les différentes relations entretenues à l'époque de l'Égypte antique. Avant de commencer, je vous invite à visionner la partie 1, la partie 2 et la partie 3 de l'étude concernant ce thème-ci. L'étude 4 est répartie en 9 parties, de manière chronologique. Il est donc important d'acquérir les informations de la partie précédente avant celle-ci. Également, je vous invite à visionner l'étude 3 concernant les fondations de la famille et la maintenance de la communauté en Égypte antique. Cela vous permettra d'être plus apte à accueillir les informations de cette étude-ci. Née et décédée à Alexandrie en Égypte, Cléopâtre, quand bien même présentée comme une figure emblématique de l'Égypte ancienne, ce qui n'est pas tout à fait faux, car elle tenta tant bien que mal, du moins je le crois, de maintenir ce qui restait de l'Égypte des pharaons à l'époque, elle n'était pas représentante des valeurs et des traditions égyptiennes des anciens. D'ailleurs, elle ne représentait pas tout à fait physiquement le stéréotype égyptien, si ce n'est par ses apparats. Elle aurait pu ressembler, selon moi, à une femme de type mulâtre, à la peau claire, aux traits grecs et aux cheveux semi-fins. Après avoir étudié davantage son histoire, je me demande si finalement Cléopâtre n'a pas été manipulée et utilisée comme un pion sur un échiquier. Elle règne sur ce qui restait de l'Égypte des pharaons durant cette ère, avec ses frères époux Ptolémée XIII et Ptolémée XIV, puis aux côtés du général romain Marc-Antoine. Pas sûr de savoir de quel type de mariage il s'agissait, purement politique et symbolique, ou bien s'agissait-il de mariage consommé. Dans les coutumes égyptiennes traditionnelles, les mariages entre frères et sœurs et également entre père et fille, bien que rares, existaient bel et bien, mais il ne s'agissait pas de mariage consommé, ou bien même seulement politique. Il y avait derrière cela une raison liée directement à des activités externes secrètes d'ordre universel et surnaturel. J'étudie davantage sur la question et je reviens vers vous avec un prochain format audio. Patience. Cléopâtre était connue pour entretenir une relation particulière avec le célèbre César, conquérant et homme d'État romain. Relation tumultueuse, exposée au grand jour, ils commencèrent alliés et finirent par être ennemis. Cléopâtre est également connue pour avoir usé de ses charmes avec d'autres hommes d'État, de ce que l'on sait peut-être à des fins personnelles, mais aussi politiques. Mais en réalité, les grands gagnants dans cette histoire étaient très souvent les hommes qu'elle fréquentait. L'image de Cléopâtre fut selon moi utilisée pour manipuler les esprits afin de gagner la confiance de peuples réticents à la prise de l'Égypte par les Romains. Peu à peu, elle finit par perdre la confiance de son entourage ainsi que sa notoriété et finit par se suicider. Mais les conséquences de sa mort sont sujettes à des doutes. L'une des versions dit qu'un cobra égyptien, l'aspic, caché dans un panier de figues l'aurait mordu. Une mise en scène orchestrée par Cléopâtre afin que sa mort ne puisse pas être associée à de la lâcheté. Une autre version dit qu'il s'agissait d'un meurtre masqué. Meurtre maquillé ou suicide, cette question reste toujours sans réponse aujourd'hui. Car peu de temps avant sa mort, Octave, neveu et fils adoptif de César, et Marc-Antoine, allié à Cléopâtre, s'affrontèrent pour le contrôle de Rome. Cléopâtre et Marc-Antoine furent vaincus par Octave à la bataille d'Actium, entraînant la fin de leur alliance, la chute de l'Égypte ptolémaïque et la prise de celle-ci par les Romains. Il est dit que pour échapper à l'humiliation d'être exhibée lors du triomphe d'Octave, Cléopâtre se suicide, suivi par Antoine qui, après avoir appris cette nouvelle, décide de partir également. La mort de Cléopâtre marque le début de la fin de l'Égypte ptolémaïque et de l'époque hellénistique. Le déclin de l'Égypte ancienne des pharaons issus des peuples natifs et fondateurs de Kémet commença à son apogée. Tout au long de la période allant de la fin du XIe siècle jusqu'au IVe siècle, différents pouvoirs métissés et étrangers et des dynasties tenues par des étrangers se sont affrontés. Pour gagner le contrôle des régions de la vallée du Nil, les dynasties se destituant les uns les autres. Être spectateur de la réussite tout en bénéficiant de celle-ci et l'utiliser de manière externe ne semblait pas suffisant. La vallée du Nil est prise d'assaut.
D'où venait ce grand pouvoir? D'où leur venaient toutes ces idées, ces innovations, cette faculté de fructifier la terre? Comment cela était-il possible? Il semblait ne pas y avoir de limite à leur esprit. Le pouvoir du ciel? Tout porte à croire que les Égyptiens n'étaient pas avares de leurs connaissances. Mais beaucoup d'étrangers pensaient qu'en s'octroyant la terre, ils seraient ensuite détenteurs du pouvoir des Égyptiens. Bien des peuples, bien que tout aussi développés sur bien des aspects, se hâtèrent dans leurs réflexions et furent incapables de ployer le genou devant la magnificence devant laquelle ils étaient témoins. Leur avidité n'aura pas été suffisante pour obtenir ce pourquoi ils avaient déployé tant d'efforts, car la sagesse et la patience étaient primordiales. Ils finirent par abandonner l'Égypte que nous connaissons aujourd'hui et la laisser pour compte à l'affût des pilleurs. Aujourd'hui, elle témoigne même sans dire un mot de sa grandeur et de sa puissance, éparpillée dans les musées des 4 coins du monde. On y voit des trésors venant de tombes pillées, des corps momifiés exposés pour le loisir et le plaisir des yeux, des biens personnels censés accompagner les défunts dans l'au-delà, vendus aux enchères. On y voit la laideur et l'hypocrisie humaine, masquée par le désir de connaissance, le désir de partager, le désir de se rappeler. On y voit des chemins se croiser, des chemins qui ne mènent pas tous au même endroit. Tâchons, oui, tâchons chacun de rendre grâce au précieux héritage dont les sages et vaillants Égyptiens de l'époque nous ont fait cadeau, notamment l'un des plus précieux, la civilisation et la compréhension de l'existence humaine. Voilà tout. Voilà tout pour la 4e partie de l'étude concernant les différentes couleurs et les différentes relations entretenues à l'époque de l'Égypte antique. Davantage de réponses dans la suite de l'étude numéro 4. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour la 5e partie de l'étude. Cette partie sera centrée sur le thème de l'immigration en Égypte antique et plus spécifiquement sur celle du peuple des Hyksos, connu pour avoir joué un rôle majeur dans la direction que prirent les pharaons militairement parlant. L'immigration massive et grandissante en Égypte les conduira à renforcer leurs liens avec les Nubiens et à changer leur approche amicale avec les étrangers pour une approche plus commerciale. Aussi bien entendu, quelques autres informations et détails à ne surtout pas manquer afin d'être en adéquation avec la chronologie de l'étude que j'ai décidé cette fois de séparer en 9 parties. L'étude prend fin ici. Activez les notifications pour être au courant de chaque mouvement de la page, en espérant que vous fassiez bon usage des informations partagées. Je vous laisse entre les mains de celui qui sait le mieux, l'esprit de sagesse et de lumière, en vous souhaitant une existence prospère. Yuzu Ai.